gente dame, gentilhomme, gente damoiselle, gente damoiseau, enfin, tous les genres de gentes. Esgourdez bien ce qui va vous être conté, du début jusqu'à la fin, pendant que vous irez vous sustenter. Si votre réponse se rapporte à la question posée, vous aurez un petit présent des plus raffinés. Madame de la Sablière, avec vos grands airs, dites plutôt aux gens que ce n'est qu'un questionnement. Songez que je suis votre mécène, Jean. Si vous êtes insolent, point de financement. En effet, je suis Madame de la Sablière. J'ai rencontré Jean de La Fontaine en fréquentant quelques salons parisiens où nous avons tous les deux croisé Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, ainsi qu'un certain... une personne qui faisait des contes pour enfants. Je ne me souviens plus. Tout à fait, Charles Perrault. Effectivement, Charles Perrault. Jean, pour tous ces gens qui sont venus vous voir, pouvez-vous dire quand est-ce que vous êtes né? Je suis né le 8 juillet 1621, à Château-Thierry. Oui. Oui, en effet, mais il ne fait pas son âge, hein, n'est-ce pas? Oui. Il a commencé par écrire des romans ainsi que des pièces de théâtre. Il est devenu fabuliste. Entendez ceux qui écrivent des fables. Il s'est beaucoup inspiré d'Ésope, auteur de la Rome antique mettant en scène des animaux, ce qui l'a mis à l'abri de la censure. Il est guère apprécié de la cour du roi, car il ne se prive pas de souligner parfois cruellement les absurdités de celle-ci. Louis XIV a pour habitude de verser des pensions aux artistes qui font son éloge et travaillent à sa gloire. Jean refuse cette pension car il veut être libre et garder son indépendance. Surtout, comme il a l'habitude de dire, « Je ne mange pas dans la main du roi ». Effectivement, c'est tout à son honneur. Malgré cela, quand même, il lui écrit plusieurs fables. Hein. En quantité, ça faisait combien de fables? 124 fables, en 12 recueils, dont une fable écrite pour le dauphin, notre futur Louis XV. Pour ses 8 ans, je crois. Oui, tout à fait. On ne parle pas de sa mort, car, comme vous pouvez le constater, il est ici parmi nous, en chair et en os. Surtout en chair, hein. En chair. Mais bon, hein, on ne va pas trop lui dire, hein, ça le vexerait. Donc, il a entendu, lui, dire qu'un certain village mettait en scène quelques-unes de ses fables. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il nous honore de sa présence et nous le saluons bien bas. Maître, à vous de jouer. Tout à fait. Un messager m'a envoyé un télégramme qui me disait que j'étais invité dans un petit village de Saint-Pierre-du-Champ, à Vermoyal, pour l'interprétation de mes fables. La troupe est composée d'amateurs. Ils s'appellent les Vermoyalais. Donc, mesdames, messieurs les acteurs, en place. Le programme qui m'a été envoyé par mon messager m'a informé donc de la première fable qui vous être présentée. Donc c'est la grenouille qui veut se faire aussi gros que le bœuf. Comme un œuf, envieuse, s'étend, s'enfle, se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Regardez bien, ma sœur. Est-ce assez, dites-moi? N'y suis-je point encore? Nenni, M'y voici donc. point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. Encore? La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Voyez, mesdames et messieurs, ce que de l'envie l'on devint. Une fable qui est beaucoup moins connue du public
le vieux chat et la jeune souris. À vous de jouer. Un greffier ronflotait sur sa chaise à porteur. Dodu, lascif, peinard, conscient de son bonheur. Quand une souris survint, sortant de sa cabine, histoire de s'aérer un petit coup les tétines. Sur le chemin de la plage, le matou l'aperçoit. Il s'apprête à lui faire le coup du père François. Il en fera un pâté. Ou plutôt une quiche. Et à fond les manettes, il lui cavale aux miches. Surpris par l'élan et les baskets qui fument, soudain il freine sec. Un clébard a surgi. Bien qu'un peu gâteux, un peu perdant ses plumes, s'élance à fond la caisse aux trousses du mistigris. La souris épargnée se dit en fin de compte qu'il faille se faire becter par l'autre face de raie. Il est bien évident que quand le récit s'estompe, chacun court après son petit intérêt. Moralité, on court, c'est vrai, après l'argent, après l'amour, la jeunesse, on s'obstine à poursuivre du vent. Et quand on a fait 1000 tours, on s'aperçoit un jour que jamais nos fesses ne passeront devant. La femme qui vous a été présentée image beaucoup de choses. Donc vous allez avoir la représentation de la cigale et la fourmi. Alors, tout le monde devrait répéter bonjour. Comment que ça va bien? Je te présente l'histoire de la cigrane et de la petite fourmi. La cigrane, elle chante tout l'été. Elle chante la zoubida, tralali, tralala, elle chante. À la fourmi, elle travaille, parce qu'elle va ramasser plein de pognon. Mais, quand l'hiver y arrive, la cigrane, elle n'a plus rien de bouffer. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa cousine, la fourmi. Madame Fourmi, s'il te plaît. Madame Fourmi, tu prêtes un petit peu de pognon pour bouffer? Achetez la petite graine à couscous, s'il te plaît. Mais la fourmi, elle ne prête pas son pognon. Elle ne veut pas. Elle veut acheter la sème comme elle toujours. Ah, qu'est-ce que tu as fait tout l'été? Elle a chanté. Ah ben maintenant t'as qu'à danser, tu danses la zoubida, tralali, tralala. À la fourmi, elle continue son travail. Et la cigrane, elle va se l'hiver à la fois. Ah, qu'est-ce qui se passe? La fourmi, la cigrane, pardon, elle va le grève, hein? Pas manger, le froid, tout. La fourmi qui travaille trop, va le grève aussi. Moralité, tu bouffes pas, tu travailles pas, tu crèves quand même. Interprétation quelque peu méditerranéenne quand même de ma femme. Et je pense qu'il serait bon de retenir qu'il est heureux de ne rien faire, mais que la faim gâche ce plaisir. Mon corbeau le renard, nos écoliers et nous-mêmes nous rappelons encore. Dans les bois du Pilat, il y avait une babiole de corbeau qui avait le babou. Et barontait sur un faillard qui était café de babel. Dans une bauge, il tenait une rigotte pleine d'artisans qu'il avait tirangée à la Jeanne de Donzieux pendant qu'elle écartait son linge. La rigotte, elle était toute ébouillée, qu'on aurait dit qu'elle venait de la Gandouze. À travers une coursière, un renard faisait son biron en débarroulant des crassiers de Michon. Au pas de la Manu, tout en tâchant de remplir son gandou. Ça changera les racines, se dit cette jargille. Alors, j'y attaque une piaillée. Alors, ça broche, tu me fais tirer peine. Fouilla, j'arrête pas de griller. Ma matru est une vraie garagna. Elle est toute émaselée.
Le beau saigne, elle n'arrête pas de kiné et ça me fout la lourde. D'ailleurs, mais c'est franchement joli que tu habites Roupiane du dimanche. Je vais pas t'agréger, mais si tu passais aussi bien que t'es beau comme un litre, on va te nominer le champion des raptarets de Saint-Thé. Quand il entend ça, le majoret, il se sent plus. Il devient tout boyard et le quinquet tout blond. Bref, il prend la grosse tête. Alors il prend un grand bol d'air et ouvre tout grand son caquet pour rouler quelques âneries. Et voilà, là la fourbe qui va à l'ouvre, toute traviole sur les barabins. Le rouquin, un cacasson, qui voulait pas rentrer à point d'heure, il saute sur la tourne et si tu mets une pleine va entrer. Quand il écoute, il se met à jabiasser et dit à l'autre païaïen, qui en a les abarioles, pauvre badabeux, écoute-moi rien qu'un peu, quand tu broges un tant soit peu, dis-toi qu'il y aura toujours des pharaons blancs pour venir compter pour tâcher moyen de te piquer tes yeux ou chicoter dans ton gando. C'est pas la peine de tourner. Ce que je viens de te piailler, il valait bien un mat de fin. Quoi? Alors maintenant que t'es éjaillé, fais pas la bobe et prends pas la lourde. Alors, sans adieu, grand bazou. Une interprétation bien différente de ce que j'ai écrit. Dans les salons parisiens, on ne connaît pas ce dialecte stéphanois. En fait, quoi qu'il en soit, la moralité de cette histoire, c'est que toute flatterie peut vous nuire à vos intérêts. N'est-ce pas, monsieur le Corbeau? Donc aujourd'hui, là, on va vous présenter le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort. Ouais. Ouais. Bah ça. Les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. La moralité, c'est que le trésor n'est pas toujours ce que l'on croit. La fable qui vous est interprétée est le rat des villes et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs d'une manière fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert je laisse à penser le festin que firent les deux amis. Le régal fut fort honnête. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse. On se retire. Rat en campagne aussitôt. Et le citadin de dire, achevons tout notre rôle. C'est assez, dit le rustique.
Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne me vient interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut corrompre. On est bien à Vermoyal. Donc la moralité de cette histoire, de cette fable, c'est que la luxure et le confort ne valent rien le calme et la sérénité de la campagne. Tout au lait. Perrette, une belle enfant sur la route fleurie, allait, un gros bidon sur son petit caberlot, proposer son lolo aux bouseux du pays. Ses tresses violettes, sa jupe d'un beau vert, sa jolie trottinette, jetait un jus d'enfer. Elle gambergeait déjà que son lolo vendu lui paye 10 douzaines d'œufs et sans doute un peu plus. Pourquoi pas des poulets, se disait la donzelle. Et même si le renard met tout 2-3 chapeaux, en vendant ce qui reste, j'achèterai un cochon. Sa béquette trop à rien, ça fait $1. J'aurai le revendant du blé plein mes tiroirs. Et qui va se payer avec toute cette artiche? Une vache et puis son veau, que j'entends gazouiller déjà dans mon enclos. Cherchez pas, c'est Bibiche. Là-dessus, la môme Perrette s'en mêle la trottinette. V'là tout le jus de Loloche qui se fait la valoche. L'histoire fit bien marrer les pecnos. On l'appela même la môme Lolo. Moralité, ça n'est pas de rêver dont il faut se méfier. Les cochons, les couvées sont pas bien dangereux, non. Quand tu prends la route, faut toujours vérifier s'il n'y a pas un con en face et la pression des pneus. Et la morale de cette histoire qu'on peut retenir, c'est que le rêve est une arme dangereuse qui nous éloigne souvent de la réalité. La lièvre et la tortue. Rien ne sert de trisser, faut s'arracher à point. Le lièvre et la tortue en savent quelque chose. Cette dernière dit au lièvre: si tu l'oses, veux-tu faire la course? Tu ne me battras point. J'atteindrai le poteau que tu vois là-bas avant que tes bacchantes en aient frôlé le bois. Faut te faire soigner, dit l'autre fanfaron. Eh, n'aurais-tu pas une araignée dans le plafond? Araignée ou pas, je parierai encore, dit la tortue, pensant que le vantard avait tort. Jouant un camembert contre 18 carottes, la tortue entreprit de descendre la côte. À voir se dandiner cette vieille fêlée, le lièvre se poilait du haut de la colline. Il aurait tout loisir de voir à la télé les films de Charlot et ceux de Marilyn. Il matait tranquillement Tarzan à Bornéo quand la tortue, fonçant à 18 mètres à l'heure, avec des crampes aux cuisses,
s'approchait du poteau. Alors le lièvre partit à 100 à l'heure. Mais il était déjà trop tard, c'était perdu. Et la tortue déjà lui réclamait. Honteux de cette fée bernée, tel un mille pattes, le lièvre admit que la tortue l'avait gagné au la patte. Moralité. Si t'as envie, bonhomme, d'être toujours le premier, y a pas que les molles de gomme, il faut avoir du chou. Et on peut rajouter que vitesse et précipitation n'apportent pas forcément de la victoire. Et on va y aller, que j'ai découvert en même temps que vous, qui se débrouille pas si mal. Donc dans la première scène, le grenouille qui veut se faire aussi gros que le bœuf, la grenouille Michel. Et le narrateur Michel. Dans la fable Le vieux chat et la jeune souris, Pascal dans le narrateur, avec un argot bien à lui, Pierrot dans le chien, Christian dans le rôle du chat, derrière ses griffes, et Michel dans le rôle de la souris. Après, scène suivante, la cigale et la fourmi. Donc le narrateur, Gilbert, avec son accent bien à lui. Bonjour Gilbert. Ah, Gilbert, il est au fourneau. Enfin là, on dépense bien à lui. La fourmi, la travailleuse, Valérie. Et la cigale, Françoise. Dans la scène du corbeau du renard, deux jeunes comédiens, Camille dans le rôle du corbeau, Nathan dans le rôle du renard, et notre narrateur Yves. Et ensuite, nous sommes dirigés vers le laboureur et ses enfants. Donc le laboureur, le père Marcel, un des fils, Jean-Louis, et le deuxième, Christian. Et notre narrateur, Dominique. Dans la scène qui a suivi, le rat des villes et le rat des champs, le narrateur, Valérie, avec sa belle perruque. Le rat des villes, Yves, et le rat des champs, Martine. Dans la scène suivante, Perrette et le potolet, le narrateur, Michel, et Perrette, Monique. Et enfin, on arrive à la dernière représentation, le lièvre et la tortue, joué par le narrateur Michel, la tortue Nicole, et la doyenne de nos comédiens et de notre village, Lily, le rôle du lièvre. Alors, je crois qu'on peut les applaudir encore plus fort parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Maintenant, Et dans Jean de la Fontaine, il vient d'Anthony. Et j'ai été accompagné, bien sûr, toujours, faut pas que j'oublie ma mécène, Madame de la Sablière, Dominique.